Bienvenue dans l'Instant Recherche. Je suis Solène Azoir et tous les mois, je m'entretiens avec des chercheurs en sciences humaines et sociales de CY Paris Université qui partagent leur savoir avec enthousiasme et simplicité. Cette réappropriation est vraiment importante, non seulement pour les communautés qui sont au cœur de la création de ce patrimoine, mais aussi pour la transmission et la préservation pour la jeune génération. Ces dernières années, les questions liées à la provenance, à la circulation et à la restitution des biens culturels, notamment des collections africaines, sont au cœur des discussions internationales. Les enjeux portent sur la reconnaissance des valeurs traditionnelles, les acquisitions dans les musées ou encore la protection contre le trafic illicite. Dans ce contexte, les textiles patrimoniaux africains constituent de véritables archives culturelles, porteuses d'identité, de mémoire, de hiérarchie sociale, de techniques et valeurs ancestrales, de récits intergénérationnels et d'ancrages territoriaux. Jean-Paul Lawson, docteur en études patrimoniales au laboratoire Héritage, et Avenir Géraldine Magengang, chercheur en géographie associé au laboratoire Place de CY Paris Université, travaillent sur le projet de recherche collaborative sur les patrimoines textiles d'Afrique occidentale et centrale, Réseau Tissu, et s'interrogent sur le rôle du textile dans la valorisation et la transmission des identités locales. En novembre 2026, ils organisent à Cergy un colloque international intitulé « Héritage tissé, histoire, circulation et réappropriation du patrimoine textile en Afrique ». Bonjour Avenir et Jean-Paul, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci, bonjour. Merci. Tout d'abord, d'où est né le projet Réseau Tissu ? Merci Solène, merci de nous recevoir sur l'Instant Recherche. Alors, Réseau Tissu est né dans le cadre d'une association que nous avons créée il y a 7 ans. Une association dénommée Patrimondus qui a pour but de mener des projets autour du patrimoine, qu'il soit africain, européen ou international, patrimoine mondial. Et dans le cadre de cette association, en 2021, nous avions réalisé une exposition virtuelle sur la question des textiles patrimoniaux au Cameroun, une exposition qui entre dans le cadre de nos études doctorales. Avenir travaillant sur les textiles et moi travaillant sur le numérique, nous avons décidé de combiner nos deux sujets de thèse et d'en faire une action palpable, patrimoniale, à travers laquelle nous, on se reconnaissait aussi. Le projet d'exposition virtuelle des costumes patrimoniaux au Cameroun, vêtis son identité, venait en réponse aux questions de valorisation du patrimoine africain suite à la période du Covid, où les gens se sont questionnés un peu sur l'avenir des musées en Afrique, qui pour la plupart ne disposaient pas véritablement des outils nécessaires de promotion et de valorisation des objets muséaux. Donc l'école du patrimoine africain au Bénin, avec le Fonds pour le patrimoine africain qui est basé à Johannesburg, ont donc lancé un appel pour susciter de l'intérêt auprès de la jeunesse qui s'intéresserait à ces questions. Et donc, cette exposition a eu lieu en 2021 et il y a 3 ans, le Fonds franco-allemand de recherche a été institué par le président Macron et le ministre de la Culture en Allemagne. C'est un fonds qui accompagne la recherche de provenance auprès de professionnels d'institutions muséales en Europe, notamment en France et en Allemagne et en Afrique. Et donc, dans le cadre de ce fonds de recherche de provenance qui a lancé un appel en septembre 2025, nous nous sommes dit avec Avenir, c'est l'occasion de reprendre notre thématique sur les textiles et d'aller un peu plus loin dans la recherche, dans la documentation de ces matériaux. Nous avons déposé ce projet qui est intitulé Réseau Tissu, qui a été validé par le fonds. Et au mois de mars 2026, nous avons eu un autre projet Afritex, qui est le prolongement de Réseau Tissu, toujours avec le fonds et à travers lequel le colloque de novembre prochain aura lieu. Quels sont les textiles concernés par vos recherches et d'où proviennent-ils ? La question du choix des textiles a été déjà pour nous-mêmes une question un peu lourde. Parce que, alors, moi je viens du Bénin. Oui. J'ai fait ma thèse sur la Côte d'Ivoire en partie. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France et le Royaume-Uni. Avenir est camerounaise, elle a fait sa thèse sur le Cameroun et les questions d'identité. Et dans ce choix, on s'est dit, on va essayer déjà de couvrir les aires culturelles que nous maîtrisons. Oui. En termes de textile, au Bénin, on a le kanvor qui est un textile traditionnel qui était déjà la parade des rois d'Abomey. Et ce choix a été symbolique aussi parce que dans le cadre de la restitution des biens culturels, les objets conservés au Quai Branly qui ont été retournés, les 26 objets plus 1, puisque on a depuis 2021
un 27e objet qui est entré, le cataclès. Le choix du royaume d'Abomey est très important pour nous parce que dans l'histoire du Bénin, c'est l'un des principaux royaumes qui a donné une certaine identité au Bénin d'aujourd'hui. Et donc, en termes de textile, le choix du canevas s'est tout de suite imposé. Au Cameroun, je vais laisser Avenir revenir dessus, mais c'est le Ndop et le Togo qui ont été les deux principaux textiles que nous avons choisis. Au Sénégal, on sait que le Sénégal, ils sont spécialistes des basins. Oui. Donc, ils ont des savoir-faire liés à tout ça. Et au Mali, c'est le Bogolan. Le Bogolan qui, un peu comme le canevas au Bénin, est un textile déjà aujourd'hui popularisé, mais qui était réservé à une certaine catégorie de personnages au sein de la civilisation ou de la vie sociale dans ces pays. Et au niveau du Tchad, on n'a pas choisi un textile en particulier parce que dans le projet Réseau Tissu, le Tchad intervient surtout par l'aspect immatériel notamment sur les questions de savoir-faire liées à la teinture à l'indigo, la broderie, le filage. Donc le Tchad vient apporter, au-delà de l'aspect matériel que nous avons sur les autres textiles, tous les points immatériels qui entrent en ligne de sauvegarde, de transmission des savoir-faire liés à la production textile. Le choix a été vraiment difficile pour nous parce qu'on a voulu mettre les objets qui ont des similitudes. Par exemple, on va prendre un thème de connaissance sur l'artisanat traditionnel qui regroupe quand même non seulement l'objet en lui-même, mais également tout le savoir-faire qui est associé. Et quand on parle de savoir-faire, Jean-Paul l'a dit, il y a le tissage, il y a la broderie, il y a la teinture, il y a le filage et toutes ces techniques qui permettent aujourd'hui de mettre en valeur l'ingénierie communautaire. Aujourd'hui, nous-mêmes, on ne peut pas effectivement parler en termes des choix de textiles parce que chacun des pays, les 6 pays qui sont membres du projet, le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Tchad, apportent en fonction des réalités locales un corpus qui permet de mettre en avant l'identité nationale. Le Cameroun, on aura en premier lieu le Ndop, parce que le Ndop est aujourd'hui la vitrine un peu de l'identité vestimentaire du Cameroun, où c'est un tissu qui autrefois était réservé à la royauté, parce que c'était porté par les chefs, par les princes, par les reines, et les membres des sociétés secrètes pour des rites et des pratiques locales connues. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la mondialisation, on est un peu confronté à l'usage, si je peux me permettre, abusif du Ndop, mais ça reste quand même que c'est un patrimoine local qui a une histoire, parce que les motifs qui sont apposés sur l'étoffe ne le sont pas de manière anodine. Donc, chaque motif raconte une histoire. Ça peut être les faits communautaires, ça peut être l'histoire de la royauté, vraiment tout ce qui rentre dans la composition politique, sociale, religieuse et spirituelle de la communauté. À côté, on a aussi l'Obom qui est véritablement une identité de l'ère culturelle Fambeti et c'est vraiment le cœur de cette ère culturelle-là parce que c'est un costume qui est conçu à base des écorces d'arbres. Et il y a une technique de réalisation de ce costume-là et il faut le savoir pour pouvoir confectionner une étoffe Obom. De l'autre côté, on a également le Togo, comme Jean-Paul l'a cité, qui appartient à l'ère culturelle Grassfield, mais anglophone, parce que ça traduit l'histoire entre le Cameroun et le Nigeria, qui partagent un peu ces frontières. Donc, il y a quand même, comme on a dit, une forme de représentation identitaire entre les différents pays. Le Bogolan, par exemple, au niveau du Mali, a une technique aussi spécifique de teinture qui peut aussi avoir des similitudes avec le Bom, même si c'est pas véritablement les mêmes manières de peindre l'étoffe, quoi. Donc, on voit que pour chacun des pays, il y a quand même une technique qui est propre, qui a non seulement une particularité, mais qui, d'une manière ou d'une autre, a aussi des ressemblances et des similitudes. Donc, le fait de choisir ces 6 pays, c'est pour confronter les différents savoirs, les différentes techniques et aussi les différents objets en lui-même. C'est pour ça que le projet Réseau Tissu et Afritex, ensemble, comme Jean-Paul l'a dit, complémentaires, on a aujourd'hui les résidents qui vont produire des articles qui viendront nous présenter. Donc, à travers ce qu'ils vont nous présenter, on verra effectivement
ces similitudes et ces particularités de chacun des pays. Et le projet, normalement, comme résultat, on espère obtenir au moins 80 corpus bien documentés des textiles dans chacun des pays. Alors, je vous propose de faire un petit retour dans le passé. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la circulation de ces textiles africains au cours de l'histoire ? Si je peux apporter quelques éléments de réponse, je dirais que quand on parle de circulation, on peut classer la circulation par époque. La première époque étant l'époque antique, où on va classer dans cette époque-là le commerce trans-sahérien. On va aussi parler de l'époque du fer, du sel et de l'or, où il y avait cet échange-là entre les communautés, notamment les royaumes qui commençaient à se construire. Et également, on va parler en termes de passage entre les artisans qui quittaient d'une région à une autre, mais cette circulation-là restait un peu dans les continents. Parce qu'on va voir, par exemple, les voyages entre les différentes régions, peut-être africaines, et aussi, pas seulement africaines, je pense que même dans les autres régions, il y avait déjà ces circulations. En Afrique, on parlerait plus du coton, de la soie, parce qu'il y avait certaines régions qui fabriquaient déjà avec la laine aussi, avec les moutons qu'ils avaient sur place. Et après cette période antique-là, on va rentrer dans la période coloniale. Où on aura les marchands qui vont venir en Afrique et qui vont acheter pour certains. On aura les échanges diplomatiques dans cette même époque. On aura également le pillage. Et on aura également les missionnaires qui vont emporter avec eux pas mal de collections. Donc, cette vague va permettre une grande circulation non seulement entre l'Afrique, mais aussi entre les autres continents. Et c'est pour cela aujourd'hui que ce soit dans les musées en Occident ou les musées même en Afrique, on va retrouver des pièces des différents pays qui n'appartiennent pas forcément au pays d'accueil. Et aujourd'hui, on a encore une plus grande vague de circulation qui est la circulation mondiale. On voit dans la mode internationale les représentations de plusieurs textiles. On voit aussi dans des galeries, on voit dans les musées. Donc, il y a plusieurs formes de circulation. Mais la toute première vague de circulation était d'abord des circulations que je dirais internes, où il y avait quand même un contrôle. Et c'est pour cela que quand on parle, par exemple, des pratiques sahéliennes, notamment le tissage, la teinture, on va voir que plusieurs pays ont quand même dans leur répertoire de savoir et de savoir-faire toutes ces techniques-là. Au Tchad, on aura la technique de teinture de l'indigo. Au Mali, on va retrouver les mêmes, même si c'est pas du bleu indigo, mais c'est toujours une technique qui est utilisée à travers les ressources naturelles. Donc, les pays exploitèrent en fonction de chaque savoir les matériaux disponibles pour confectionner les objets. Et cette pratique teintoriale-là ne se limite pas que au textile. On les retrouve notamment au niveau de la vannerie, au niveau également de l'architecture, des meubles où, par exemple, au nord, on va retrouver au niveau même de l'architecture vernaculaire. On va voir ça sur plusieurs supports. Donc, ces techniques-là ne s'adressent pas qu'au textile, mais sur plusieurs autres objets. Donc pour moi, la circulation ne concerne pas que tout ce qui est provenance, cette circulation entre l'Europe, l'Afrique, l'Occident, mais aussi les royaumes qui ont éclaté et qui ont été reconstruits. Parce qu'on voit par exemple au Cameroun, notamment dans les Grassfields, quand on fait la recomposition, on va se rendre compte que tel chef, son frère est chef dans une autre communauté. Donc, lors, par exemple, des guerres internes, il y a eu des déplacements et des personnes qui se déplaçaient non seulement avec les savoirs et les savoir-faire, mais également avec les objets. Et une fois qu'ils s'installaient d'un point B à un point X, ils continuaient à reproduire ce qu'ils connaissaient déjà. Et c'est pour cela qu'on va voir toute cette fuite de connaissances qui finalement quittent d'un pays pour un autre ou d'une région pour une autre.
Et à l'heure actuelle, donc tu as évoqué la transmission de ces savoir-faire dans l'histoire, le fait que ça puisse déborder voilà, d'une communauté à une autre. Comment les savoir-faire artisanaux se transmettent-ils au fil des générations, au-delà des déplacements La transmission se fait selon 2 canaux. Il y a le canal formel, si je peux le dire, et le canal informel. Le canal formel, c'est au sein des ateliers artisanaux qui sont vraiment réglementés, qui sont construits au sein des villes et qui sont un peu plus organisés parce que c'est financé par le ministre de l'Artisanat dans les différents pays, les ONG et également parfois des fonds externes. Et là, on va voir dans ces différents ateliers des cours vraiment organisés, des formations longues, courtes et des stages, par exemple. On aura aussi des résidences, comme je l'ai dit. Donc, tout ça, c'est vraiment encadré ou même dans les différents pays, comme au Cameroun, par exemple, l'Institut français, que ce soit de Yaoundé ou de Douala, accompagne souvent les artistes en résidence, soit dans leurs locaux, soit dans les institutions locales et nationales, et en partenariat avec plusieurs ONG. Par exemple, on a la fondation Félix Tchangacha qui est à Bangoulap, qui accompagne les jeunes dans les formations, et pas que des jeunes Camerounais, parce qu'il y a même les Français, il y a d'autres pays qui suivent des formations qui sont proposées par cette fondation-là. Et à côté également, comme je l'ai dit, il y a ces transmissions informelles qui sont plutôt dans les familles. Parce que certaines familles de tisserands, d'artisans sont vraiment des familles qui sont issues des lignées d'artisans, de tisserands et de tout, et qui, de manière informelle, transmettent de père à fils, de grande-mère à petite-fille. Les secrets de ces techniques ou de ces connaissances-là sont encore préservés dans ces familles. Et les jeunes chercheurs comme nous, comme certains collègues qui ont une certaine affinité avec ces communautés, réussissent quand même à aller vers ces personnes pour obtenir des informations. Par exemple, dans le cas de Réseau Tissu au Cameroun aujourd'hui, on a une équipe qui est chargée de collecter les informations sur les différents tissus que j'ai cités, mais également sur les différentes techniques, notamment le tissage, le filage, la broderie, la teinture. Et c'est vers ces familles de tisserands que l'équipe ira pour récolter les informations. Et dans le choix même des sélections, on a tenu compte de cela parce que on voulait avoir une équipe pluridisciplinaire où on aura des chercheurs, mais on aura aussi des personnes issues de ces familles qui nous ont bien fait comprendre dans leurs lettres de motivation qu'elles étaient des héritiers et des héritières des familles de tisserands, de teinturiers, de brodeurs et tout. Donc le choix aussi de ce réseau, c'est basé sur ces connaissances, ces liens entre les générations. C'est ça qui fait un peu la particularité des projets Réseau Tissu et Afritex, parce que là, on est en train d'associer la science avec la communauté. Oui. Et là, les communautés ne sont pas que des spectateurs, ils sont vraiment acteurs parce qu'ils vont participer de manière approfondie et de manière directe à ce projet. L'association a vraiment mis sur pied tous les outils nécessaires pour que ces communautés-là puissent être, comme je l'ai dit, acteurs du projet. Dans le cadre des activités, il y a aussi la réalisation d'un film documentaire. Et le film documentaire va donc révéler tous ces savoir-faire, les techniques qui sont derrière, les communautés qui sont derrière. Donc aujourd'hui, pour moi, la transmission n'est pas que scientifique, elle est d'abord communautaire parce que c'est les communautés qui ont créé ce patrimoine. C'est les mêmes communautés qui les conservent, qui les sauvegardent, qui les transmettent. Donc aucun projet ne peut trouver vraiment un succès si les communautés ne sont pas mises. Elles sont vraiment au cœur, du processus. Et c'est pour ça que même l'UNESCO aujourd'hui a placé les communautés au cœur de toutes les initiatives qu'elle propose aujourd'hui. Donc pour nous, Réseau Tissu s'appuie sur ce qui existe déjà pour proposer encore au-delà de ce qui existe. Le documentaire est prévu. Il y a déjà une date? Alors, c'est en cours. C'est en cours. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui se mobilise sur ce documentaire. Mais au-delà du documentaire, on a ce que nous appelons au niveau du Réseau Tissu la captation des chercheurs sur le terrain. Oui. Parce que l'idée avec le film documentaire dont Avenir parle, d'où provient le textile, c'est non seulement
de raconter la provenance des savoir-faire, des matériaux qui entrent en ligne de compte de la production textile traditionnelle. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de mettre en avant le travail de toute cette équipe de jeunes chercheurs qui se mobilisent sur le terrain. À venir voir, nous sommes à Paris. Mais dans les 6 pays, nous avons au moins une équipe de 5 à 10 chercheurs qui se mobilisent sur le terrain, que ce soit au Cameroun, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Au Sénégal, par exemple, nous avons le musée Théodore Monod qui fait partie du réseau Tissu et qui a une bonne collection de textiles. Alors, avec ce musée, par exemple, nous avons sélectionné un certain nombre de matériaux textiles sur lesquels ils ont quelques informations, mais dont le projet viendra renchérir la documentation disponible pour mieux aller à la connaissance de ces matériaux-là. Et donc, au-delà du film documentaire, il y aura tout au long du projet de petits films, de petites capsules vidéo qui montrent en fait la méthodologie que nous avons mise en place pour arriver à mettre au cœur de ce projet les communautés locales, aller vers elles, parce que au sein de l'association, pour nous, tout part des communautés en matière de patrimoine et tout doit leur revenir. La communauté est au cœur en fait de toute la stratégie d'identification, de conservation, de gestion et de valorisation du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc, le film documentaire qu'on espère projeter au cours du colloque, en avant-première, ou tout au moins un teaser, un bon teaser. Donc, si quelqu'un a envie de venir découvrir l'un des résultats phares des projets Réseau Tissu et Afrites, qu'ils viennent déjà participer au colloque qui aura lieu à CYCJ Paris Université du 25 au 27 novembre 2026. Oui. Dans le cadre de vos recherches, les communautés donc, sont au cœur de vos travaux. Comment les communautés concernées par ces textiles se réapproprient-elles ce patrimoine ? Merci Solène pour cette intéressante et très très bonne question, parce qu'en réalité, je disais tout à l'heure que tout part des communautés et tout doit leur revenir. Nous nous sommes rendus compte, si je prends le cas du Bénin par exemple, moi j'ai mené des recherches sur le terrain et certaines communautés, quand vous allez les enquêter, elles vous disent, vous venez nous interviewer, prendre nos besoins, mais on ne voit jamais le résultat de vos recherches, de vos travaux. Alors, cette question-là, après plusieurs enquêtes, moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, à travers Réseau Tissu et Afrites, non seulement mettre la communauté au cœur du projet, mais revenir derrière et leur présenter le fruit de ce projet. Les différents livrables, notamment le film documentaire, la base de données qui est en cours de construction sur les différents textiles que nous allons documenter dans le cadre du projet, on va retourner les voir pour leur dire, il y a quelques mois, nous sommes venus enquêter chez vous. Voilà le résultat de ce travail. Ce travail, il est aussi le vôtre. Vous devez vous retrouver dans ce travail. Mais nous profitons pour vous remercier. Mais c'est garder aussi un échange. C'est un échange. Le rôle du chercheur, c'est pas seulement d'aller récupérer des informations, de les utiliser pour que la science évolue, mais c'est aussi permettre à ces communautés de savoir que leur action n'a pas été vaine. Elle a été documentée, elle a été transmise et que d'autres personnes puissent s'en accaparer pour pouvoir produire aussi de nouveaux savoirs. Et donc, pour nous, se réapproprier ces travaux, c'est important. Et je crois que Avenir va compléter aussi sur la question de la réappropriation communautaire. Je situe cette question de réappropriation au-delà même du partage d'informations et de retour auprès des communautés. La question de réappropriation, pour moi, est une question principale aujourd'hui dans la compréhension et la reconnaissance même de ces communautés en tant que détentrices principales des savoirs. Alors, la réappropriation, pour moi, c'est un peu une forme d'acceptation de la mondialisation, comme je l'ai dit, mais aussi un peu du refus de cette mondialisation-là. Parce que si je prends le cas du ndop, au début de ma présentation, j'ai dit que c'était un textile royal qui était porté par les membres de la cour royale, notamment les chefs. Et c'était vraiment un tissu qui était porté par des personnes phares pour des événements phares et dans des endroits phares. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, on voit que les motifs ndop se retrouvent partout. On a même vu sur les papiers hygiéniques. On a vu dans les décorations internes. On voit le ndop un peu partout, sur les sacs à main, sur les boucles d'oreilles.
Le côté symbolique voilà, se perd. Le côté symbolique et spirituel de ce textile-là se perd. Et du coup, la réappropriation communautaire, c'est vraiment déjà féliciter les chefs traditionnels qui refusent d'abandonner ce textile entre les mains de la foule ou bien du monde qui le multiplie, qui le diffuse, si je peux me permettre, à tort et à travers. À des fins commerciales. À des fins commerciales, voilà. Et on voit dans la mode et tout, et dans les différentes communautés, on voit encore lors des célébrations communautaires comment le Ndop respecte encore son usage principal, notamment pour des funérailles, où notamment c'est l'héritier de la famille ou bien de la cour royale qui doit arborer ce tissu, notamment aussi par les membres des sociétés secrètes qui les portent pour des événements connus, notamment l'intronisation du chef, les festivals où il est porté par des personnes qui ont l'autorisation, parce qu'il faut le dire, le Ndop doit être porté par une personne qui a l'autorisation du chef. Quoique aujourd'hui, même dans les mariages, on voit des personnes lambda choisir de coudre leurs vêtements de mariage avec le Ndop, ce qui n'est pas approprié, ce qui n'est pas autorisé. Il y a encore des communautés qui gardent encore à l'idée que le Ndop doit être porté par une personne qui a eu l'autorisation. Et si tu ne fais pas partie de la cour royale et que tu décides de coudre ta tenue de mariage avec le Ndop, il faudrait que tu aies eu l'autorisation du chef. Et sachant que ta robe va être portée pour cette occasion-là, tu ne pourras plus la mettre pour autre occasion parce qu'on t'a donné l'autorisation de porter ton Ndop pour ton mariage. Et donc, cette question de réappropriation, c'est à féliciter au niveau des communautés qui conservent encore les pratiques d'usage qui sont associées à ces étoffes. Voilà. Il y a des significations fortes. Des significations fortes qui l'accompagnent. Par exemple, on le voit aussi dans la représentation du Ndop avec l'imprimé du Ndop, parce qu'on voit le Ndop aussi en imprimé et qui est porté, comme je l'ai dit, n'importe comment. Mais quand on parle du Ndop authentique, qui est fait à la main, qui est brodé, qui est teint et qui suit toute une technique traditionnelle, il faut vraiment avoir l'autorisation, il faut vraiment respecter tous les codes symboliques qui sont attachés à ce costume-là. Et pour moi, c'est ça la réappropriation. Et la réappropriation également va au-delà de ça, parce qu'on voit aussi au niveau de la diaspora africaine des personnes qui utilisent de manière respectueuse et respectable ces étoffes-là. Je vais prendre par exemple le cas de l'artiste plasticien Barthélemy Togo. Quand il utilise les motifs du Ndop, il représente effectivement ce pourquoi les motifs ont été faits. D'accord. Par exemple, les gens voient les motifs, mais les motifs, comme je l'ai dit, ça traduit des choses concrètes. On va voir le motif du losange. On va croire que c'est juste une représentation géométrique, mais ce n'est pas le cas. Le losange représente la fertilité. C'est un peu la représentation du ventre de la femme et aussi de sa partie génitale, parce que c'est la femme qui donne la vie. Donc, le losange représente cette portée vivante. On va regarder aussi le rond qui se trouve avec des pointillés et du vide. C'est un peu le cycle de vie pour montrer comment est-ce que l'homme naît, il grandit et il décède. On va voir aussi des représentations animalières parce que c'est vraiment des figures importantes des chefferies. On va voir l'éléphant, on va voir la panthère et ça traduit le côté important et cosmologique de la chefferie. Donc, le motif est associé. Donc, cette réappropriation est vraiment importante, non seulement pour les communautés qui sont au cœur de la création de ce patrimoine, mais aussi pour la transmission et la préservation pour la jeune génération qui aujourd'hui, on ne se limite pas qu'aux designers, mais on a également les galeries qui valorisent d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on a la maison Gacha qui va bientôt produire une exposition sur le Ndop. C'est toujours une façon de valoriser et je pense qu'il y a un grand travail qui est fait et qui nécessite une collaboration non seulement avec les communautés, les chercheurs, mais aussi les professionnels et les détenteurs pour que tout soit réuni, pour que ce patrimoine-là ne soit pas seulement présenté sur son aspect ethnographique et esthétique, mais également sur son aspect spirituel, religieux et symbolique. Tout est vraiment mis pour que cette réappropriation concerne un peu tout le monde parce qu'on voit même que ce soit en France, que ce soit en Belgique, au Canada, on voit qu'il y a des communautés qui s'établissent
et qui organise des soirées culturelles où on aura par exemple des défilés de mode. Et quand on parle de défilés de mode, c'est vraiment cette identité vestimentaire qui est mise sur la scène internationale. Donc la réappropriation pour moi va non seulement à destination des communautés, comme je l'ai dit, mais également de la jeune génération qui se réapproprie et valorise son identité. Parce que arborer un vêtement, un dob ou un bogolan au Canada, en France, c'est vraiment accepter et dire je suis camerounais, je suis malien, je suis sénégalais, je suis. Donc c'est vraiment déjà accepter son identité et pouvoir montrer aux autres que je suis fière d'être africain ou africaine. Donc on est à la fois dans le patrimoine matériel avec le textile en lui-même et puis immatériel avec donc toutes les valeurs qu'il véhicule. Les savoir-faire qui sont liés à cette production textile-là. Ce qui concerne les musées et la valorisation de cet héritage, quelles sont les nouvelles pratiques des musées pour mettre en lumière le patrimoine textile africain ? Au-delà des pratiques traditionnelles, les expositions, les ateliers que les musées organisent ou diffusent, moi je pense qu'aujourd'hui, la question de la recherche de provenance constitue l'une des réponses aujourd'hui à votre question. Quand je dis recherche de provenance, c'est les musées arrivent à mettre en place des commissions mixtes avec des conservateurs européens et des conservateurs africains qui travaillent ensemble pour aller à la source de ce savoir, documenter un peu plus tous les objets qui sont conservés dans leur collection. Et donc, la recherche de provenance constitue aujourd'hui l'un des processus par lesquels les musées collaborent de plus en plus sur la question du renouvellement des pratiques de présentation des objets africains, pas seulement textiles, mais quels qu'ils soient, dans les musées européens. Les musées, que ce soit les musées européens, occidentaux ou africains, sont dans cette dynamique vraiment d'éthique et de valorisation, non seulement de l'objet en lui-même, mais de tout ce qui est autour de l'objet, comme toutes les techniques, les savoir-faire et les représentations sociales et symboliques de l'objet. Donc aujourd'hui, le fait que les musées travaillent en partenariat avec les institutions nationales montre vraiment ce côté légitime de dire oui, nous avons au sein des collections qui ont été pillées sans toutefois emporter avec elles l'histoire même des œuvres qui sont exposées. Et il est aujourd'hui nécessaire qu'on ne voit pas juste l'objet sur sa présentation esthétique, comme je l'ai dit, mais sur tout ce qui est autour. Parce qu'une fois qu'on va visiter un musée, quand on retrouve un objet, on a vraiment envie de savoir d'où vient l'objet, qui l'a créé, pour qui est-ce qu'il a été créé et comment est-ce qu'il réussit aujourd'hui à retransmettre fidèlement ce pourquoi l'objet a été créé. Que ce soit les musées africains ou occidentaux, je pense qu'ils ont effectivement compris. Et en 2022, le musée du Quai Branly a accueilli une exposition du Cameroun sur le patrimoine camerounais où on a vu plus de 250 objets camerounais qui ont été exposés. Et parmi ces objets, il y avait justement le textile où on a présenté donc le ndob sur toutes ses formes. Le ndob qui est utilisé pour les cérémonies funéraires, le ndob qui est utilisé pour une parade où on va voir le ndob qui est arboré par la reine pour une sortie officielle ou par le roi, le ndob qui est arboré par les membres d'une société secrète pour une pratique rituelle bien définie. Et dans la conception de cette exposition, il y a eu des partenariats qui ont été conçus, non seulement par l'équipe du musée du Quai Branly, mais également par l'équipe de la route des chaufferies. À travers elle, il y a eu donc cette troisième partie prenante qui était des communautés, parce que pour que les objets puissent être exposés au musée du Quai Branly, il fallait que les chefs traditionnels prêtent ces œuvres, il fallait que les communautés documentent ces objets, il fallait qu'il y ait une équipe qui descend sur le terrain et qu'il y ait vraiment plusieurs enjeux qui ont été mis en place pour que cette exposition puisse réussir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé que pour qu'un projet puisse véritablement réussir, il faut qu'il y ait une collaboration, une implication de toutes les parties
prenant notamment les communautés. Donc le musée du Quai Branly aujourd'hui, chaque année aussi, il propose des bourses, que ce soit des bourses pour les thèses, mais aussi des post-docs, qui permettent aussi aux chercheurs africains et européens de travailler sur des objets qui sont exposés au sein de leur collection. Et cela permet également de vraiment restituer l'intégralité des informations autour d'une œuvre ou d'un objet. Donc aujourd'hui, pour moi, les musées ont vraiment compris qu'il n'était plus important de présenter l'œuvre sur son aspect ethnographique ou esthétique, mais vraiment de le présenter de la manière pour laquelle et le rôle pour lequel l'œuvre ou l'objet a été créé. Et quand on rentre par exemple dans les musées communautaires en Afrique ou au Cameroun, on va se rendre compte que parfois il y a des périodes où si l'on visite les musées, on ne trouvera pas des objets. Parce que les objets ont été repris par les communautés pour des activités communautaires. D'accord. De pratiques, des cérémonies traditionnelles. Parce que ces œuvres n'ont pas été fabriquées pour être placées dans des vitrines. Elles ont été fabriquées pour faire vivre les communautés. C'est pour ça que même exposées au sein des musées, ces œuvres continuent de faire vivre les communautés parce qu'au moment des rituels, des cérémonies communautaires, les communautés viennent reprendre leurs œuvres pour pouvoir faire vivre la communauté. Et les musées l'ont compris. C'est pour ça qu'on a aussi des débats sur comment penser les musées africains. Quel avenir pour les musées africains. Parce que les Africains n'ont pas la même perception du musée que les Occidentaux. Pour les Occidentaux, c'est tout ce qui est esthétique, c'est de vraiment mettre l'œuvre dans une vitrine, l'explorer dans toute sa beauté et tout. Alors que pour les Africains, c'était pas la mission principale. Les œuvres sont conçues pour faire vivre les communautés, pour animer la communauté, pour présenter et faire grandir la jeune génération. Parce que dans chaque communauté, il y a des activités qui sont destinées non seulement aux jeunes. Par exemple, il y a des activités de passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, on forme les jeunes à vraiment comprendre le processus de l'être humain, quelles sont les étapes de la vie d'un enfant qui est né dans une communauté jusqu'à son âge adulte. Et les objets en font partie parce que les objets accompagnent. On a des festivals, par exemple, aussi, qui permettent de former la jeune génération aux pratiques locales. Donc, aujourd'hui, avec ce partenariat entre les différents musées, je pense que chacun parvient aujourd'hui à comprendre que le musée tel que conçu ou perçu par telle région n'est pas forcément la même perception pour telle autre région et il faut vraiment nuancer. Comprendre ces différences culturelles. Prendre ces différences structurelles pour vraiment valoriser les objets en fonction de leur pays d'origine et de leur pays d'accueil. Et c'est pour ça que, notamment dans le cadre du projet Réseau Tissu, l'un des objectifs aussi, ou l'un des livrables qu'on envisage, c'est de proposer un livre blanc qui dit à toute personne, à une institution muséale, une institution patrimoniale, à un universitaire, un chercheur, un jeune professionnel qui a envie de se lancer dans la recherche de provenance en matière de textile. Voici une méthodologie que nous avons mis en place. On espère que d'ici quelques mois, ce livre blanc aussi verra le jour dans le cadre de toutes les activités que nous menons sur le projet Réseau Tissu Afrites. Bravo à vous pour toutes ces activités et pour ces résultats à venir. J'avais une dernière question. Comment s'organisent les partenariats entre institutions européennes et africaines ? En termes de coopération, aujourd'hui, on réfléchit à de nouvelles manières de coopérer, que ce soit de la France vers l'Afrique ou de l'Afrique vers la France, que ce soit de l'Allemagne vers l'Afrique ou de l'Allemagne vers d'autres pays qui ne sont pas membres du réseau Tissu ou Afrites, par exemple. La question de la coopération, elle est importante. Nous, en Afrique, c'est aussi l'essence même du projet Réseau Tissu. Créer un réseau, ça me permet de me rappeler la devise de l'ICOM. Les musées n'ont pas de frontières. Ils forment un réseau pour dire que mettre en place des réseaux permet en réalité de pouvoir élaborer de nouvelles manières de collaboration qui permet à terme à des personnes, des conservateurs en Afrique, des conservateurs en Europe, de parler le même langage. Parce que, si je me rappelle, dans le processus de restitution que nous avons eu au Bénin, par exemple, lorsque le Bénin a fait sa première demande officielle, on a reçu un avis de non-recevoir. Parce que, au-delà du fait que les objets sont dans les collections françaises, il y a
la question de l'égalité en termes de compétences au niveau des équipes qui travaillent sur ces questions-là. Donc, il fallait avoir un conservateur africain qui pouvait dialoguer concrètement avec son homologue français ou allemand ou dans n'importe quel pays où nos objets sont et arriver à créer ce réseau, à changer un peu la donne de la coopération en termes de musées. C'est là que les organisations comme l'ICOM, le Conseil international des musées, et sa branche africaine, Africom, font un excellent travail qu'il est important de soulever parce que tout de suite, lorsqu'il y a une problématique, il y a ces instances qui alertent, qui disent, voilà ce cadre de coopération par lequel nous devons passer. C'est aussi le lieu de rappeler qu'il y a des centres culturels qui aussi sont des parties prenantes, qui accompagnent toute la réflexion en matière de coopération et le rôle des associations comme Patrimonius, qui au quotidien font un travail d'appui à toutes les parties prenantes, notamment publiques. Il faut aujourd'hui mener aussi bien la société civile, le secteur privé et le secteur public au plan national, régional, international pour que la coopération muséale soit une coopération très fructueuse. Je dirais que la coopération aujourd'hui va s'étendre sur 3 points que je juge essentiels. Il y a l'aspect éthique où on a parlé véritablement de croiser les points de vue et de mettre ensemble les chercheurs européens, africains pour pouvoir rendre légitime tout ce qui concerne les informations requises sans toutefois prendre position par rapport à un objet. Donc c'est important véritablement que si on veut travailler sur un patrimoine d'un pays, que les personnes qui sont au cœur de ce patrimoine soient aussi au cœur de ce travail de documentation, de valorisation et de transmission. À côté de ça, il y a les partages d'expertise. Parce qu'on va se rendre compte qu'en Afrique, on aura l'ingénierie communautaire, où les communautés ont cette technique endogène qui permet de conserver les objets. Parce que il y a eu une période quand on a commencé sur la question de restitution, où les gens soutenaient effectivement que l'Afrique n'a pas les outils nécessaires pour accueillir les objets et les mettre dans le confort que les pays occidentaux et européens ont sur plusieurs années proposé. Les collaborations permettent aujourd'hui de pouvoir respecter l'ingénierie communautaire et aussi de partager les expériences parce que l'Afrique a ses connaissances endogènes et l'Europe ou l'Occident a aussi ses connaissances évoluées. On va parler en termes de numérique où la plupart des musées ont des sites internet pour présenter les œuvres, ont vraiment conçu des outils nécessaires pour valoriser tout ce qui est patrimoine. Mais au niveau de l'Afrique, il y a aussi les festivals, il y a aussi les célébrations communautaires qui permettent aussi de valoriser et de présenter le patrimoine existant. Donc, l'Afrique et l'Europe collaborent en termes d'expertise parce que l'Europe a son expertise, mais l'Afrique aussi a son expertise. Et le dernier aspect que je vais souligner, c'est le côté financier. Donc, le financement est important. Il y a un équilibre entre l'Afrique et l'Europe parce que l'Afrique reçoit les financements de l'Europe. On a l'exemple du fonds franco-allemand qui finance le projet à destination des pays africains et qui permettent aujourd'hui de faire fonctionner ce programme parce que s'ils mettent du financement, si l'Occident ou l'Europe met les financements et qu'il n'y a aucun projet pour faire vivre ces financements, ça ne marcherait pas. Oui. Donc, du coup, on a toujours cet équilibre-là entre les différentes collaborations. Merci à vous de faire vivre ces complémentarités sur différents continents. Et on rappelle donc la tenue de votre colloque sur les héritages tissés du 25 au 27 novembre 2026 à Cergy. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. C'était l'Instant Recherche. Merci de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.